Il faut faire attention de ne pas s'identifier avec des récits, des narrations, comme on dit, qui ne nous concernent pas. On risque parfois d'adopter le point de vue de l'adversaire et de s'identifier aux valeurs de l'adversaire, par inadvertance. Parfois, on est des récits. Imaginez par exemple qu'un Français, par exemple, lise des textes écrits par des Allemands pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et qui s'identifie avec ces textes où les Allemands parlent des Français, ou l'inverse. Ça n'aurait aucun sens, en fin de compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention. Alors, dans le domaine religieux, ça prend des proportions énormes. Hein, parce que quand il y a une guerre, quelle que soit la guerre, quand il y a une guerre au sens de rivalité, de concurrence, de compétition, enfin peu importe, il faut savoir de quel côté on se trouve. Parce que si on épouse les valeurs de l'adversaire, où va-t-on? Où va-t-on? J'ai l'impression que beaucoup de femmes ont adopté les valeurs des hommes. Ça devient très très névrotique tout ça. Hein? Ben oui, parce que finalement, le récit dominant, quelque part, valorise les hommes et valorise les valeurs des hommes. Mais si je ne suis pas un homme, comment est-ce que je vais vivre cette valorisation? Et inversement d'ailleurs. Un homme peut vivre dans un monde très féminin et être amené à valoriser des valeurs des femmes, alors que lui, ce n'est pas son cas. Il faut constamment se poser la question, est-ce que les valeurs auxquelles j'ai adhéré sont les valeurs de mon clan, sont les valeurs de mon groupe, sont les valeurs de ma société, ou est-ce que ce sont les valeurs du groupe adverse, du groupe opposé? Ça, c'est fondamental. Les femmes sont perturbées par cela. Elles savent plus où elles en sont, parce qu'effectivement, elles ont des valeurs qui ne sont pas les leurs. Et alors souvent, les valeurs dominantes finissent par s'imposer à tout le monde, alors qu'elles ne sont propres qu'à la classe dominante. Et les valeurs opposées, elles sont diabolisées. On va parler de terrorisme alors qu'il s'agit de résistance. Pendant l'occupation, qu'est-ce qu'était la valeur des Français? Est-ce que c'était la collaboration ou est-ce que c'était la résistance? La collaboration qui faisait que, bon, comme on dit, hein, the show must go on, on continue, la société continue à fonctionner, et l'ordre doit être respecté à tout prix, ce qui est tout à fait propre à la psychologie féminine. Alors que l'homme, lui, il a un sens du désordre, il a un sens du génie qui désorganise les choses, du miracle génial, qui font que les lois ne sont plus ce qu'on croyait qu'elles étaient, qu'elles ne fonctionnent plus comme on pensait qu'elles le feraient. Alors il faut savoir de quel côté on se trouve. Et vous croyez que c'est facile? Donc effectivement, c'est la fameuse histoire de mes ancêtres les Gaulois. Un noir, est-ce qu'il peut dire mes ancêtres les Gaulois, par exemple? Est-ce qu'il va épouser les préjugés, les représentations d'un groupe qui n'est pas le sien? Ce sont toutes les limites de l'intégration. Il n'y a pas d'intégration unidimensionnelle, bien évidemment. On ne s'intègre pas à n'importe quoi. On doit savoir à quoi l'on doit s'intégrer. Et au sein même d'une société, il y a plusieurs chapelles, il y a plusieurs clans. À quel clan, à quel parti je dois m'identifier? Et non pas à la France, mais à quelle France? À la France des femmes, à la France des hommes, à la France de ceci, à la France de cela. À quelle France? À quelle... On n'est pas dans l'unité, on est dans la dualité. Il faut savoir choisir son camp. Parce qu'on appartient forcément à un camp et il y a un autre camp en face, inévitablement. Ne serait-ce que le camp entre les hommes et les machines.
Et entre les hommes et les machines, il y a aussi les androïdes et les anthropoïdes, pour parler comme Muraviev. Et ces anthropoïdes, quelle est leur histoire? Eh bien justement, j'ai montré que le récit de la Genèse, par exemple, les premiers, quand on parle de la création d'Adam, eh bien on parle des androïdes. On ne parle pas de l'être humain que nous sommes. Enfin, là encore, vous savez qu'il y a des nuances. En tout cas, on ne parle pas des hommes, on ne parle pas des génies capables justement de défaire et de détruire l'ordre des choses. On parle au contraire d'une structure complètement rodée, mécanisée, et qui fonctionne quelque part de manière aveugle, et qui émet beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Voilà, c'est ça dont on parle. C'est pour ça que je m'adresse beaucoup actuellement à la question des pré-adamiques, c'est-à-dire de ceux qui habitaient la terre avant que ne viennent ces immigrés que sont les Elohim qui ont voulu coloniser, parce que quelque part le colonisateur c'est aussi un immigré, n'est-ce pas? Forcément. Ce sont des étrangers qui viennent vivre dans un pays qui n'est pas le leur, comme en Israël, le problème s'est posé aussi. Le sionisme a fait que des juifs qui étaient parfaitement intégrés dans leurs différents pays d'accueil sont devenus des immigrés par rapport à Israël, parce qu'il y avait cette imposture de croire « Ah mais oui, mais comme Israël est votre terre, en allant en Israël, vous ne pouvez pas être des immigrés. » Mais si, j'ai toujours dit, même en 68, 69, je le disais déjà, un juif français qui vient en Israël, c'est un immigré. Parce que c'est pas la même culture, c'est pas la même langue, etc., etc., c'est pas la même géographie, c'est un immigré. Donc finalement, le sionisme a provoqué un processus d'immigration qui n'est pas complètement sans rapport avec la Shoah. Parce qu'il a déstabilisé complètement les Juifs, parce les Juifs, on s'est aperçu que ce sont des immigrés. On avait oublié cette idée de la référence à la Palestine, etc. Ce sont des immigrés. Donc le sionisme a mis en évidence l'immigration. D'ailleurs, les antisémites ont salué Herzl. Un type comme Édouard Drummond, au lendemain de la parution, à la fin du 19e siècle, de l'État juif, a dit mais c'est très bien. Les antisémites étaient très favorables au sionisme, ce qui se comprend très bien. C'est-à-dire, voilà, bon, de toute façon, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il y avait déjà eu la tentative roumaine d'expulser, de ramener la Roumanie, l'affaire roumaine, dont on ne parle pas suffisamment, il faut absolument en parler. Je renvoie un ouvrage qui s'appelle Les Juifs et la Roumanie depuis le congrès de Berlin de 78. Voilà, la Roumanie avait été le projet d'amener les Juifs qui avaient des problèmes dans leur pays aux confins du monde occidental, c'est-à-dire à la frontière entre le monde ottoman et le monde occidental chrétien. Voilà. Bon, ça n'a pas vraiment bien marché, et à la suite de cet échec, sans que Herzl réfère à cet échec, d'ailleurs, est-ce qu'il savait même qu'il y a eu l'affaire roumaine, j'en sais rien, il a proposé autre chose. Il a parlé de la Palestine, il a parlé de l'Argentine, qui était à l'époque une destination. D'ailleurs, mes grands-parents ont fait l'expérience de l'Argentine. Et ma mère est née en Argentine, d'ailleurs. Et donc, voilà. Mais bon, il y a eu des tentatives successives, comme ça, d'amener les Juifs ailleurs, de les envoyer généralement dans ce que j'ai appelé les confins du monde ottoman, que ce soit l'Algérie à partir de 1870 avec le décret Crémieux, le congrès de Berlin qui voulait envoyer les Juifs en Roumanie, enfin dans ce qu'on appelait à l'époque les principautés roumaines, ou bien entendu le projet palestinien avec la déclaration Balfour. Tout ça, ça se faisait aux confins du monde ottoman. Et chaque fois, ça crée des problèmes considérables, qui chaque fois se sont résolus de très mauvaise manière. Que ce soit en Algérie avec le départ des Pieds Noirs, que ce soit en Roumanie où non, les Juifs n'ont pas été acceptés, il y en avait qui étaient sur place, mais enfin, ceux qui arrivaient, on n'a pas vraiment voulu les prendre, et que ce soit en Palestine, dont on connaît l'histoire. Et donc, voilà, c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Il faut savoir de quel côté on se trouve. Il faut savoir à quel clan on appartient, à quel groupe on appartient, et ne pas adopter des schémas, des représentations qui sont complètement décalés par rapport à ce que nous sommes, y compris concernant la communauté juive.
ben, les juifs, il y a certains juifs qui se réfèrent soi-disant à Rachi au XIe siècle, alors que leurs parents n'étaient pas du tout dans le monde francophone ni chrétien à cette époque-là. Bon, alors donc c'est ça aussi, est-ce que tous les juifs en France ont les mêmes références, ont les mêmes valeurs? Grave question. Mais d'une manière générale, c'est comme ça. Il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas de réponse unique. Il y a toujours, au sein de n'importe quel groupe auquel on veut appartenir, il y a toujours des clans, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des clivages. Et c'est nécessaire parce qu'il y a une division du travail.